À Gaza, la guerre continue avec ce bilan. Au moins 6 Palestiniens morts de faim ce week-end. Un week-end qui a aussi été marqué par cette vidéo d'un otage israélien terriblement amaigri, affaibli, diffusée par le Hamas. Comment est-ce qu'on arrête les atrocités ? Par des sanctions concrètes aujourd'hui contre l'État israélien, parce que beaucoup d'émotions à la vidéo de cet otage israélien qui est totalement affamé, mais c'est aussi le quotidien des Palestiniens et des Palestiniens qui sont affamés. Je rappelle que le cessez-le-feu signé en janvier 2025 prévoyait la libération dans la deuxième phase des otages israéliens. Ça a été violé par Netanyahou. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut des sanctions concrètes contre l'État israélien. La France a une responsabilité. Elle continue de livrer des armes. Elle continue d'avoir des accords économiques, diplomatiques avec l'État israélien qui, malgré les tweets, malgré les communications, continuent de massacrer une population. C'est la pire famine de l'histoire du XXIe siècle, on dit des experts de l'ONU. Ça, c'est une réalité. On a aujourd'hui des visages d'enfants, de corps déchiquetés, d'enfants qui sont rachitiques, qui meurent de faim. On est en 2025, on a une population qui est victime d'un génocide. Il faut prendre la mesure de ce qui se passe. On va revenir sur ces sanctions, sur cette aide humanitaire, pardon. Mais vous parlez de sanctions, justement. Vous disiez des sanctions contre le gouvernement israélien. Est-ce qu'il en faut aussi contre les dirigeants du Hamas ? Mais les dirigeants du Hamas, ils ont été assassinés pour la plupart par l'État israélien qui a mené une opération depuis 2 ans. Aujourd'hui, qui a violé le cessez-le-feu qui prévoyait les libérations des otages ? C'est l'État israélien. Qui continue d'empêcher l'aide humanitaire de rentrer ? Qui massacre les Palestiniens ? Qui continue la colonisation en Cisjordanie ? Le Hamas ne gère pas la Cisjordanie. Et pourtant, les opérations meurtrières se multiplient. Donc c'est l'État israélien qui aujourd'hui doit être condamné. Est-ce qu'on assiste à là une escalade en fait, de violence de part et d'autre dont il est difficile de trouver une issue tout bonnement aujourd'hui ? Non, mais l'issue, elle passe par, évidemment, un arrêt des combats et par un cessez-le-feu immédiat et permanent. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, l'unique responsable de ce qui se passe, c'est l'État israélien. Ça fait 2 ans. Est-ce que la politique de Netanyahou... Le Hamas, il n'est pas responsable. Mais est-ce que la politique de Netanyahou a été efficace pour aller récupérer les otages israéliens ? Tout le monde souhaite que les otages soient libérés. Est-ce qu'après 2 ans de massacres indiscriminés, les otages sont revenus ? Non, y compris la population civile israélienne se mobilise aujourd'hui pour dire à Netanyahou arrêtez cette guerre et trouver une autre solution. Donc aujourd'hui, il faut des sanctions contre l'État israélien qui, aux yeux du monde, perpètre un génocide. Et je crois qu'on ne peut pas regarder ailleurs et faire comme si cela n'existait pas. Et l'histoire n'oubliera pas les gens qui ont cautionné, soutenu et accompagné ce massacre. Alors vous parliez justement de la famine qui sévit à Gaza et qui fait des centaines et des milliers de morts. La France a annoncé hier le largage de 4 tonnes d'aide par avion. C'était 40 tonnes vendredi. Est-ce que notre pays en fait assez ? Non, c'est absolument ridicule. C'est l'équivalent, le premier largage, c'était l'équivalent de 2 camions. Ça fait 20 grammes par Gazaoui qui sont aujourd'hui affamés depuis des mois. La France n'en fait pas assez. La France fait des opérations de communication. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est casser le blocus humanitaire et envoyer des milliers de tonnes. Et pourtant, c'est possible, puisque à la frontière de Rafah, il y a des centaines de camions de l'ONU, de l'UNRWA, qui sont prêts à rentrer aujourd'hui dans la bande de Gaza, qui sont bloqués par l'État israélien. Il faudrait 500 à 600 camions par jour pour que les gens qui nous écoutent mesurent. La France envoie l'équivalent de 2 camions. La patronne des écologistes, Marine Tondelier, propose d'envoyer la Marine nationale pour justement frayer un chemin à l'aide humanitaire par la mer. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution ? C'est une solution qui ne peut pas s'appliquer puisqu'il n'y a pas de port en eau profonde dans la bande de Gaza et sur la plage à Gaza, donc ça ne pourrait pas marcher. Maintenant, je salue toutes les initiatives qui font en sorte qu'on casse ce blocus-là. 2 collègues à moi, Bastien Lachaud et Aurélien Saint-Toul, ont fait une proposition qui est celle d'un pont aérien que la France pourrait mettre en place pour livrer de l'aide humanitaire en lien avec les gens sur le terrain pour qu'il y ait une réception et qu'on n'ait pas des gens qui se jettent sur le peu de colis qui arrivent. Moi, je le dis vraiment, il faut que les gens regardent ces images. Hier soir encore, dans le nord de la bande de Gaza, on a eu des dizaines de Palestiniens qui étaient assassinés alors qu'ils allaient chercher de l'aide humanitaire par la soi-disant fondation qui, en fait, participe au génocide. Vous parlez de sanctions tout à l'heure. On a vu avec la Russie dans le conflit en Ukraine que les sanctions, ça ne marche pas, tout bonnement. Est-ce que l'impuissance, c'est pas inévitable dans des conflits comme ça ? Surtout quand on a les États-Unis qui soutiennent pour l'instant l'État d'Israël. Les États-Unis sont le premier complice du génocide, vous avez raison de le souligner, puisque c'est eux qui participent à livrer des milliards d'euros d'armes à l'État israélien, qui s'opposent à toutes les résolutions qui sont votées, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais si chaque État regarde à côté et dit que ce n'est pas possible d'agir, ça ne marchera pas. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne a une responsabilité. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État israélien, ce qu'on appelle les accords d'association, dont il est dit à l'intérieur que si vous violez les droits humains, il peut être suspendu. Il y a un certain nombre de pays européens qui demandent aujourd'hui que ces accords soient suspendus. Je regrette que des députés macronistes, il y a quelques semaines, à l'Assemblée nationale, aient voté contre une résolution
pour suspendre cet accord d'association. Donc je crois qu'il y a des responsabilités. La France, l'Union européenne et les États ont le devoir d'agir et de ne pas regarder en silence ce massacre. Alors ce conflit, il a aussi des conséquences sur notre sol. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé que Nour Atala, étudiante gazaoui, qui avait, je cite, quitté le territoire, des publications antisémites ou à la gloire d'Hitler avaient été retrouvées sur ses réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, c'était la bonne chose à faire ? D'abord, les publications, si elles sont vérifiées, sont absolument inadmissibles. Nous, on n'est pas là pour cautionner des gens qui font l'apologie de l'antisémitisme ou qui relaient des publications d'Adolf Hitler. Maintenant, je vois bien comment le cas d'une personne est utilisé notamment par l'extrême droite qui soutient Israël pour faire en sorte qu'on n'ait plus aucun réfugié palestinien qui arrive sur le territoire national. Cette polémique, elle est partie d'un fait qui est absolument grave et que je condamne ici aujourd'hui, mais qui derrière est venu faire en sorte que Jean-Noël Barrot dise qu'il n'y ait plus un seul réfugié palestinien qui arrive aujourd'hui. Je crois que la France a le devoir d'accueillir les Palestiniennes et les Palestiniens qui sont victimes d'un génocide. La France en a déjà fait sortir un certain nombre et nous devons continuer à les accueillir et faire croire que parce qu'une personne a dit des choses absolument atroces, ce serait l'intégralité des Palestiniens. Comme j'ai pu l'entendre sur des chaînes, on a parlé de culture arriérée sur les Gazaouis, c'est absolument inacceptable. Pas ici. La France, non pas sur votre chaîne, mais je l'ai entendu sur d'autres chaînes, je tiens à le souligner, c'est absolument inacceptable et la France a le devoir d'accueillir les réfugiés palestiniens. Alors en France, l'actualité, c'est aussi ce plan anti-fraude annoncé hier par la ministre des Solidarités et de la Santé, Catherine Vautrin. Ça représente cette fraude sociale, 13 milliards d'euros par an. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous ? Est-ce que au moment où on cherche 40 milliards, c'est une bonne idée ? Je crois que lutter contre la fraude, personne ne peut être contre. Mais si on veut être sérieux, il faut lutter contre tous les types de fraude. Et il y a quand même un absent assez important dans ce dispositif. C'est ce qu'on appelle la fraude fiscale dans ce pays qui représente entre 80 et 100 milliards selon les études. Et en plus, le dispositif de Catherine Vautrin... C'est très difficile à chiffrer aujourd'hui. Oui, entre 80 et 100 milliards d'un côté et de l'autre côté, vous le dites vous-même, c'est 13 milliards. Donc on voit le delta qu'il y a entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, le rapport du Haut Conseil du financement de la sécurité sociale dit que la majorité des fraudes sociales sont issues des entreprises, des travailleurs indépendants et des professionnels de santé, pas des assurés. C'est un plan de communication qui vise à cibler les plus fragiles, à faire croire que les pauvres fraudent dans ce pays, alors qu'on a des gens qui accumulent une masse d'argent considérable qu'on ne va pas chercher. Et je donne un élément de recette, la taxe Zuckman, qui concerne 1800 foyers, les 1800 foyers les plus riches dans ce pays, 2% sur les 100 millions de patrimoine. Ça ne changera rien à leur vie. Ça permettrait de rapporter 20 milliards d'euros aux caisses de l'État chaque année. Alors justement, ces mesures, elles seront contenues dans le projet de loi de finances, dans le budget qui sera étudié à l'automne. Vous l'avez dit, vous souhaitez, vous, faire tomber le gouvernement par une motion de censure à ce moment-là. On sait que ça coûte cher, une censure. C'est difficile à chiffrer, mais on sait que ça coûte de l'argent. Est-ce que ça ne va pas aggraver un peu plus le déficit des finances publiques ? Je crois que ce qui coûte cher à la France aujourd'hui, c'est les politiques menées par François Bayrou, qui est quand même la plus grande fraude, si on veut parler de fraude sur ces dernières semaines, puisque c'est un Premier ministre qui est arrivé par effraction, qui n'a aucune majorité dans le pays. Nous, depuis janvier, nous avons déposé 8 motions de censure. On les a votées à chaque fois. Et je souhaite que le gouvernement... Vous pensez que les socialistes vont vous suivre cette fois ? Mais j'espère que les socialistes vont voter cette motion de censure. En tout cas, j'ai entendu certains éléments de langage, mais je donne un exemple des conséquences sur la vie quotidienne des Françaises et des Français. La TVA sur les factures d'électricité et de gaz, au 1er août, elle va passer de 5,5 à 20%. Ça, c'est les conséquences des politiques de François Bayrou et de la non-censure du Parti socialiste. Donc moi, j'appelle à la responsabilité. Si on veut stopper ces politiques d'austérité, c'est une censure de François Bayrou. Si vous faites tomber le gouvernement, avec qui, justement, vous allez gouverner ? Parce que vous tapez assez fort sur les socialistes. Est-ce que vous pouvez regouverner ensemble maintenant ? Mais évidemment, puisque nous avons un accord programmatique qui était celui du nouveau Front populaire. C'est un accord... Après tous les noms d'oiseaux que vous êtes jetés pendant plusieurs mois. C'est un accord politique qui a fait que des députés, les socialistes, ont été élus sur un programme. Ils n'ont pas été élus pour attaquer la France insoumise. Ils n'ont pas été élus pour aller négocier avec François Bayrou. Vous avez attaqué aussi. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus pour sauver Emmanuel Macron. Ils ont été élus sur un accord programmatique. Et je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité du chef de l'État, c'est encore une fois de respecter les résultats des élections. Je le dis parce qu'on va approcher des échéances municipales, des échéances présidentielles. Si vous faites en sorte que les gens aillent voter et vous ne respectez pas leur vote, vous abîmez durablement la démocratie. Rapidement, parler des municipales. Est-ce que, comme certains de vos collègues, vous serez candidat, vous, aux municipales ? Je ne serai pas candidat aux élections municipales. J'aurai des gens de mon entourage qui seront candidats, notamment Aziza Nouioua, qui travaille pour moi, qui sera tête de liste et candidate à Neuilly-sur-Marne pour l'ensemble de la gauche. Très bien. Merci beaucoup, Merci Thomas Porte, d'avoir été notre invité.